Donc aujourd'hui, nous avons nos deux présentatrices, Émilie et Emmanuel, qui vont vous parler des différents dépôts. C'est ça que j'ai compris. Donc, je vous les présente. Donc, Emmanuel Saint-Amand détient un doctorat en psychologie, pardon? Oh, excusez-moi. En psycho, en physiologie, pardon, physiologie, endocrinologie, ainsi qu'un diplôme d'études supérieures spécialisé en administration des affaires de l'Université Laval. Elle est conseillère en éthique de la recherche depuis 2015 et elle occupe un rôle central au sein des comités d'éthique de la recherche avec des êtres humains à la même université et où elle assure la coordination, la planification et le soutien des travaux du comité universitaire et des comités sectoriels. Au fil des années, elle a également participé à divers comités institutionnels touchant à la protection des données et de la conduite responsable en recherche. Donc, elle a beaucoup porté sur les données sensibles. Et Émilie Fortin est bibliothécaire à la gestion des données de recherche et à la préservation numérique à l'Université Laval également depuis 2021. Elle participe activement au groupe de travail sur la GDR, je le confirme, du partenariat des bibliothèques universitaires du Québec, notamment pour la Semaine des données à cœur. En 2023, elle a rédigé un chapitre et coédité une ressource éducative libre sur la GDR au Canada, que je vous conseille de lire si jamais vous êtes intéressé par le sujet. Et elle a contribué à la stratégie institutionnelle de GDR de l'Université Laval et administre la collection Borealis de son établissement. Donc, je leur laisse la parole. Sans plus tarder, allez-y. Merci, Edith. Ce sera pas long. Je partage l'écran, le classique. Euh, oui, donc, un avertissement, deux avertissements avant de commencer. Aujourd'hui, c'est sûr que la présentation qu'on va donner, ça peut s'appliquer à vous, mais ça peut aussi ne pas s'appliquer à vous. Fait qu'on va vraiment parler dans le contexte Université Laval, donc ça se peut qu'il y ait des choses, la façon dont on fonctionne, qui ne peut pas s'appliquer dans votre université, c'est normal. Deuxième chose, d'habitude, j'aime bien l'interaction au fur et à mesure de la présentation, mais vu qu'on enregistre, et inquiétez-vous pas, on pourra enlever les questions si vous avez besoin qu'on les enlève. Je préfère que les questions soient à la fin de chaque bloc. C'est-à-dire que je vais commencer, après ça va être Emmanuel, et à la fin de mon bloc, vous pourrez poser des questions sur ce que je viens de présenter, et ensuite avec Emmanuel. Donc, les retenir pour l'instant, vous pouvez les marquer dans le clavardage aussi, il n'y a pas de problème, mais on va juste répondre à la fin de chacun. Donc, sur ce, de quoi on va parler? Pour ceux aussi qui sont un peu dans le dépôt de données, ça se peut que je parle de beaucoup de choses que vous connaissez déjà, donc si jamais vous avez un œil sur les Olympiques, je ne serai pas insultée. On commence par l'obligation de déposer des données, d'où ça sort. Comment déposer des données en toute conformité? Parce que la façon dont c'est orienté aujourd'hui, on parle vraiment de données sensibles, donc de dépôt de données sensibles. Si c'est des données sur le nombre de flocons de neige qui tombent, ça, c'est pas sensible et c'est pas vraiment ça le but de la présentation aujourd'hui. On va parler des dépôts en général, on va parler de Borealis en particulier. Et ensuite, on va rentrer dans la section des manuels sur les banques de données constituées à partir de renseignements personnels recueillis dans le cadre d'un projet de recherche. Donc, l'obligation de déposer des données. Qu'est-ce que dit la politique par rapport à ça? Quand je parle de la politique, c'est la politique des trois organismes de subventionnaires. C'est que les titulaires de subventions ne sont pas tenus de partager leurs données, mais s'attendent à ce que les chercheurs donnent un accès convenable aux données pour autant que les exigences éthiques, culturelles, juridiques et commerciales le permettent, conformément aux principes FAIR et aux normes propres à leur discipline. Dans la mesure du possible, ces données, ces métadonnées et ces codes doivent être liés à la publication à l'aide d'un identificateur numérique permanent. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est justement que le but, c'est de savoir que les données existent et de savoir comment accéder à ces données-là. C'est pas nécessairement de les déposer en accès ouvert. Et quand on parle de identificateur numérique permanent, on a eu une très bonne présentation hier qui a été enregistrée sur ça, mais dans le cadre d'un dépôt, on parle surtout du DOI. Ce qui va arriver, c'est pas par le biais des trois organismes, pas pour l'instant du moins, c'est surtout les éditeurs. Parce que la politique va s'appliquer éventuellement, mais même s'ils l'appliquent cette année, ça va être pour les subventions qui sont reçues cette année. C'est-à-dire que l'obligation va venir dans 2, 3 ans, c'est pas 5 ans ou 7 ans, c'est à la fin de la subvention. Donc, l'obligation qui va arriver beaucoup plus souvent, c'est l'obligation des éditeurs. On voit de plus en plus que l'énoncé de disponibilité des données ne suffit plus. Les éditeurs, pour publier un article, demandent de voir les données. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que toute donnée n'est pas bonne à partager, puis c'est tout à fait correct, c'est acceptable comme ça. Il faut vraiment revenir au principe qu'on veut que ce soit aussi ouvert que possible, mais aussi fermé que nécessaire.
Donc, on a beaucoup de gens, justement, qui sont en sciences humaines et sociales, qui disent, ben, qu'est-ce que je fais dans mon cas? La gestion des données de recherche vous inquiète, ne vous concerne pas. C'est quoi? Imaginons un instant la situation suivante. Du calme, c'est juste moi. Ça va? On m'a demandé de rédiger une étude sur Bob, le nouvel auteur de science-fiction à la mode, et je ne sais pas comment faire. As-tu pensé regarder dans les dépôts de données? J'étudie en littérature. Les dépôts de données, ce n'est pas pour moi. Ne redis jamais ça. C'est faux. En disant des choses pareilles, tu risques de réveiller l'ire des bibliothécaires enterrés sous le bâtiment. Certains chercheurs déposent leur méthodologie. Tu pourrais t'en inspirer? Ou même les contacter pour en savoir plus? Vraiment? Les données servent à ça aussi? Je vais te montrer. Quelques options pour trouver des données, même en sciences humaines. Rechercher dans des dépôts de données reconnus et consulter des data journals, soit des revues publiant des articles décrivant des jeux de données. La gestion des données de recherche vous concerne, c'est réutiliser ces données. C'est aussi en littérature, en histoire, en sciences humaines. Pour en savoir plus sur la gestion des données de recherche, contactez la bibliothèque de votre institution. Bon, une chose que je tiens à préciser, c'est qu'à ma connaissance, il n'y a pas de bibliothécaire enterré sous mon bâtiment, mais je parle uniquement pour mon université. Donc, je ne peux pas garantir pour les autres. Ce sera pas long, j'essaie d'avancer. Et voilà. Donc, de quelles données qu'on parle qui ne peuvent pas être déposées pour le moment à retenir? Les données sensibles. Pourquoi est-ce que présentement on ne peut pas les déposer? C'est à cause que les dépôts canadiens ne sont pas suffisamment sécurisés, encore là, pour le moment. Par contre, il n'y a rien qui empêche de les rendre repérables. Donc, si jamais l'exigence, c'est de savoir elles sont où et comment y accéder, bien, ça, on peut le faire. Même si les données ne peuvent pas être partagées, il y a aussi le fait qu'on peut partager d'autres éléments. On peut partager de la documentation, on peut partager, par exemple, un document structurel SPSS. Il y a plein d'éléments qui entourent les données, qui pourraient être partagés. En théorie, en 2026, les principaux dépôts canadiens devraient offrir une solution chiffrée au problème du partage de données sensibles. Donc, on espère encore. Moi, j'espère qu'à l'automne, ça soit réglé et qu'on va pouvoir finalement déposer des données sensibles. Donc, quand on dit qu'on ne peut pas les déposer, mais qu'on peut les rendre visibles, comment ça fonctionne concrètement? C'est donc on a des personnes qui cherchent des données et qui les cherchent sur le web. Bon, elles font leur recherche. Ce que les personnes qui ont les données font, c'est que leurs données sont quelque part, disons, sur un serveur sécurisé, et leurs métadonnées, elles le mettent dans un dépôt. Donc, elles décrivent le titre, les auteurs, la description, vraiment comme si les données étaient là. Ensuite, le fait d'utiliser un dépôt, c'est ça qui les rend visibles. Donc, il y a différents mécanismes, dont le DOI, qui permettent de les rendre visibles. Donc, les gens qui les cherchent les voient, les trouvent, et après ça, demandent la permission, et la permission est donnée via le serveur sécurisé où peu importe se trouvent les données. Donc, c'est pour ça qu'on parle de rendre l'accès aux données possible. Il y a des données qui ne pourront jamais être déposées. Ça, tout le monde en est conscient. Il n'y a jamais personne qui va vous tordre de bras si jamais vous ne pouvez pas les déposer. Par exemple, si vous avez une entente contractuelle, vous avez justement, vous travaillez avec une compagnie, vous avez une entente de destruction que vous pouvez juste vous-même utiliser les données, ben, vous allez devoir voyons, les supprimer. Confidentialité, même chose. Propriété intellectuelle, si vous travaillez avec des données qui ne vous appartiennent pas, faire attention. Et si vous avez des attentes de destruction. Donc, il y a énormément de raisons qui peuvent justifier de ne pas partager les données. C'est juste qu'il faut vraiment avoir une raison pour ne pas les partager. Comment on fait pour déposer des données en toute conformité? Si jamais vous travaillez avec des personnes et des formulaires de consentement, ce qu'il faut faire attention, c'est de dire que toutes les données vont être détruites. À partir du moment où on voit quelque chose du genre dans un formulaire de consentement, ça veut dire que peu importe ce que vous avez, vous allez devoir le détruire parce que les personnes qui signent s'attendent à ce que ce soit détruit. Par contre, la plupart du temps, il n'y a pas d'obligation à détruire. C'est surtout, il y a une limite, il y a un minimum de conservation, mais il n'y a pas vraiment d'obligation de destruction. Pour faire un formulaire de consentement qui va permettre le dépôt, il faut aborder la portée de l'utilisation des données, l'anonymat et la confidentialité, rétention des données et l'accès, et les restrictions qui vont être liées au retrait des données. Je vous ai mis l'exemple, la présentation va être partagée, de l'Ottawa Heart Research Institute, qui a des modèles de formulaire de consentement qui sont vraiment très bien faits si jamais vous voulez vous inspirer.
Il y a aussi à la fois rétrospectif, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, ils en ont mis aussi. Euh, Dans le cadre de partenariat, si jamais vous utilisez des données qui n'ont pas été collectées, il faut vraiment savoir si vous avez le droit de les repartager avec vos modifications. Vous regardez la licence qui a été, si jamais vous utilisez des données de Santé Canada, des données de Statistique Canada, encore là, est-ce que vous pouvez les mêler avec vos données et les repartager? Ça vaut la peine de le savoir avant de partager. Si vous travaillez avec des partenaires, comme je mentionnais, c'est quoi l'entente que vous avez avec eux? Est-ce qu'il y a des éléments de confidentialité? Est-ce que vous avez des droits des droits d'utilisation particuliers? Euh, des fois, vous pouvez, dans l'entente, essayer d'avoir une option pour partager, pas nécessairement leurs données à eux, mais ce que vous allez faire avec leurs données. Ça vaut la peine de creuser la question justement pour pas s'emboîter et être complètement empêché de partager quoi que ce soit. Dans toute la question de la propriété des données de recherche, ça change d'une université à l'autre. Quand on se pose la question à quel moment on met une licence sur les données, à qui appartiennent les données de recherche, de notre côté, à l'Université Laval, je réfère tout le monde à la page propriété des données du Bureau du droit d'auteur et de leur poser des questions à eux. C'est les mieux placés pour ça. Mais comme je dis, ça change d'une université à l'autre. Quand on parle de licence, du côté des données, on utilise souvent les Creative Commons. Et là, je fais une plug. Il y a une présentation le 13 mars dans le cadre de la Semaine des données à cœur, spécifiquement sur les Creative Commons. Mais il y a toutes sortes de licences que vous pouvez utiliser et vous n'êtes pas obligé d'utiliser les Creative Commons. C'est juste, ils sont couramment utilisés, mais ce n'est pas obligatoire non plus. Si vous faites une recherche par et avec les premiers peuples, à partir du moment où vous faites une recherche sur le territoire de communauté avec des communautés autochtones, c'est très différent. Il faut traiter les données, il faut traiter le projet de recherche de façon différente. Je vous nomme les principes CARE, les principes PCAP, qui sont des principes en lien avec les recherches avec des Autochtones. Par contre, la meilleure façon de procéder, c'est de s'adresser à la communauté et de savoir comment est-ce qu'ils veulent fonctionner et c'est quoi leurs besoins et de la façon dont ils voient ça. Ce qui est certain, c'est que la propriété des données dans ce cadre de recherche-là reste à la communauté. Et quand on parle de dépôt, le dépôt des données doit se conformer à la volonté de la communauté. Et ça peut aussi être, OK, présentement, ils sont d'accord pour déposer leurs données et que dans 5 ans, ils vont vouloir les récupérer et les mettre sur leur propre serveur. Et c'est correct comme ça. Donc, il faut vraiment penser en fonction que les données qu'on récolte avec ces communautés-là ne nous appartiennent pas, ils appartiennent aux communautés et la façon dont on travaille, c'est qu'on fait de l'intendance pour les données. Si jamais c'est des données ils désirent les avoir dans leur communauté, il y a quand même le point que si jamais c'est des données qui ont été récoltées avec des personnes, il faut s'assurer que si jamais les personnes s'attendent à rester anonymes, ben, est-ce que les structures sont en place pour garder les données anonymes? Aussi, la façon, si jamais c'est leurs données et ils veulent y avoir accès, et ça va être dans quelle langue? Tu sais, si la recherche est faite en anglais, mais qu'il faudrait que ce soit en Inuktitut, ben, ça se peut qu'il y ait besoin de traduire aussi. Donc, tout ça pour dire que c'est aussi toute une autre façon de penser quand on fait des recherches par et avec les premiers peuples. Quand on parle de responsabilité, ça, c'est des questions que j'ai reçues, c'est pour ça que j'aborde la question aussi, ben, quand on fait un dépôt, c'est qui est responsable de quoi? La personne qui dépose, peu importe c'est qui, doit respecter les conditions d'utilisation du dépôt et doit respecter les restrictions liées à ces données. Donc, justement, s'il y a une entente avec un partenaire, on s'attend à ce que la personne connaisse l'entente avec le partenaire et le respecte. Quand je dis on, c'est que, vu que je suis responsable du dépôt ici à l'Université Laval. Si le dépôt fonctionne avec médiation, le personnel s'assure que les données respectent les règles du dépôt et parfois responsable de bonifier certains éléments. S'il y a ça, encore là, ça dépend comment les dépôts fonctionnent. Mais si jamais il y a une médiation, donc s'il y a une curation qui est faite sur les données ou les métadonnées, le personnel va vérifier les données et va vérifier les métadonnées. Une fois que les données sont dans le dépôt, les conditions d'utilisation font en sorte que les gens qui déposent ne sont pas tenus responsables de la réutilisation de leurs données par d'autres. C'est-à-dire que si jamais les données, il y a une mauvaise utilisation qui est faite des données, ce ne sera pas votre faute, ça va être la responsabilité de ceux qui vont faire la mauvaise utilisation. On s'entend qu'il n'y en a pas beaucoup de mauvaises utilisations, mais encore là, c'est des questions que j'ai reçues, donc je préférais l'aborder. Et l'organisation qui est derrière le dépôt, c'est à elle généralement, elle n'est pas là pour rien, responsable de maintenir à long terme le contenu. Ça dépend du dépôt que vous utilisez. Souvent, les dépôts vont dire on va les garder à long terme, mais il y a des dépôts qui vont dire je vais garder les métadonnées à long terme, mais pas nécessairement les données. Donc, ça vaut la peine, si jamais vous voulez que vos données soient là de façon pérenne, de regarder ce que le dépôt offre.
Donc, on rentre dans les dépôts. C'est quoi un dépôt concrètement? Et là, c'est à faire attention, je parle au nom d'une bibliothèque. Donc, pour nous, pour une bibliothèque, c'est quoi un dépôt? C'est un espace de stockage organisé qui permet la description des données par le biais de champs de métadonnées. Ainsi décrites, les données deviennent repérables par les personnes et les machines, ce qui favorise leur découverte et leur réutilisation. La plupart du temps, les dépôts de données sont utilisés pour loger des données finales ainsi que la documentation nécessaire à leur compréhension. Les données dans un dépôt ne sont pas nécessairement en accès ouvert. Ça, c'est une définition, il y en a d'autres, mais en gros, pour nous, c'est un peu ce que c'est un dépôt de données. En 2023, éventuellement, il va falloir que je fasse disparaître ça parce que ça va être trop vieux, mais on a envoyé un sondage au corps professionnel à l'Université Laval pour voir justement c'est quel dépôt qui était utilisé. En gros, ce qui est ressorti, on a vu OSF qui avait été utilisé, NCBI pour le dépôt de séquences génétiques et le Polar Data Catalog. Ce qu'on offre, ce qui est surtout recommandé ici, mais encore là, s'il y a un dépôt disciplinaire, c'est sûr qu'on va envoyer vers le dépôt disciplinaire. Il y a le dépôt institutionnel à l'université qui est le même que toutes les universités au Québec, c'est Borealis. On a aussi le DFDR qui est le dépôt canadien et ça, il peut être très utile quand on a des données qui sont lourdes et ça, on en a de plus en plus de cas. Par contre, les règles d'utilisation ne sont pas du tout les mêmes entre le DFDR et Borealis, donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération aussi. Il y a des dépôts de généralistes aussi qui existent, comme Zenodo, Dryad, on avait OSF dans l'autre page. C'est vraiment, si jamais les personnes peuvent déposer sans passer par nous, ils ont la possibilité, puis ils ont l'offre qui est là. Petite parenthèse sur Borealis, vu que c'est notre dépôt institutionnel. Encore là, je suis vraiment orientée à l'Université Laval. Ça, c'est nos règles de, si jamais vous voulez consulter, règles et responsabilités de notre dépôt. C'est disponible pour les professeurs, les étudiants et étudiantes des cycles supérieurs ainsi que les professionnels. Donc, c'est quand même ouvert à peu près à tout le monde si on a des besoins de dépôt. Nous, on fonctionne avec médiation. Donc, on a une équipe qui contrôle la mise en ligne. Les personnes qui déposent ne peuvent pas publier elles-mêmes leurs données dans notre Borealis. Donc, on a de la curation de métadonnées et on a une vérification des données. Quand je parle de vérification des données, c'est pas une vérification de la qualité. Donc, si jamais les données sont tout croche ou que les données sont fausses, bien ça, de toute façon, je ne le saurais pas. Par contre, s'ils sont tout croche, ça se peut qu'on vous suggère de les rendre un petit peu plus propres. Mais c'est pas ce qui va bloquer le dépôt. On va y venir un petit peu plus tard. Juste quelques statistiques sur notre Borealis. On n'est pas le Borealis avec le plus de jeux de données. On n'est même pas, on a, ça, je suis très jalouse de l'INRS pour ça. On n'est pas dans les 10 plus consultés. Mais quand même, ça augmente de plus en plus. On a 65 collections. On en a 11 qui sont pour des regroupements. On a 214 jeux de données, dont 139 publiés. Ça, c'est la différence entre le fait qu'on a une curation. Donc, les autres, entre le 139 et le 214, c'est des gens souvent qui ne nous ont pas répondu encore. Et on a eu notre 100e jeu de données à l'été 2025. C'est là qu'on voit que ça augmente énormément quand même parce que on en a eu 40 depuis l'été dernier. Donc, l'augmentation est quand même assez massive. Ce que ça sous-entend d'utiliser Borealis, c'est pour nous, les données sont généralement déposées à la fin d'un projet de recherche. C'est pas obligatoire. C'est possible de le faire pendant une étude longitudinale. On a des cas, par exemple, dans notre dépôt. Donc, c'est possible, c'est une étude longitudinale à la fin de chaque année qu'il y ait des dépôts, mais normalement, c'est à la fin d'un projet de recherche et généralement aussi en lien avec un article. Les données qui sont déposées, normalement, ne devraient pas être supprimées. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on prévient à chaque fois. Si jamais les données sont déposées, on s'attend à ce qu'elles restent là longtemps. Et c'est pour ça aussi que si jamais vous avez des participants et que vous avez un formulaire de consentement, il ne faut pas donner de date limite. Si on dit que les données vont être déposées et détruites dans 7 ans, pour nous, ça ne sert à rien de les déposer à quelque part parce qu'on n'ira pas les détruire dans 7 ans. C'est possible de modifier les ensembles de données après leur publication. Ça, c'est une question que je reçois excessivement souvent. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est que les versions précédentes continuent d'exister. Donc, si jamais on fait une erreur, on dit, bon, je vais publier mon premier jeu de données, je regarde pas, je fais pas attention et je le publie avec le CC0 dans le domaine public. Oups, je veux pas que mes données soient dans le domaine public, je vais changer la licence. Ben, votre jeu de données en licence domaine public, il continue d'exister. Il faut quand même savoir comment aller le chercher, mais ça reste que ces données-là qui ont été publiées dans le domaine public restent dans le domaine public. Fait que c'est à faire très attention à notre première publication. Un des avantages avec Borealis, c'est que ça permet l'accès restreint et l'embargo. Fait que ça, c'est assez pratique. L'embargo, une fois qu'on a mis la date
après, ils deviennent en accès, selon la licence, en accès ouvert. Mais l'accès restreint, ce que ça permet, c'est de, d'avoir un formulaire. Donc, quelqu'un qui veut accéder à des données demande l'accès, la personne qui les a déposées donne accès. Et ça va être toujours la personne qui a déposé et non pas l'administration de la collection de l'Université Laval, parce que moi, je ne suis pas à même de savoir si la personne qui demande respecte les conditions que la personne qui a déposé veut mettre. Ça pour dire qu'on peut avoir un registre des visites et on peut avoir un formulaire. Donc, la personne remplit le formulaire et on peut l'adapter. Donc, si jamais vous avez des questions précises que vous voulez poser dans le formulaire-là, il n'y a aucun problème, on va l'adapter. Vous recevez les réponses au formulaire et vous acceptez ou refusez les demandes. Quand je parlais de ce qu'on vérifie, parce que nous, on est avec médiation, du côté des métadonnées, ce qui va être vérifié, c'est les noms. S'assurer que les noms sont toujours écrits de la même façon. S'assurer que les organisations sont toujours écrites de la même façon. Les orchides, si jamais le numéro orchide n'est pas là, on va l'ajouter. Les références, si jamais des références aux articles, on va les mettre en forme pour que ça respecte toujours un peu toujours les mêmes règles. Des sujets, on a des indexeurs qui vont rajouter des sujets avec à partir du répertoire de vedettes matières, donc le RVM, pour être sûr qu'éventuellement, si on est capable de faire d'utiliser ces sujets-là, on va pouvoir. On regarde aussi les descriptions et le géoréférencement. Il y a aussi un enrichissement qui est possible du côté d'ajouter des informations géoréférencées. Du côté des données, ce qu'on va vérifier, c'est est-ce qu'on est capable de voir qu'il y a de la réutilisation? Est-ce qu'on voit des formulaires, des codes? Je pourrais surtout dire des formulaires si jamais il y a un formulaire il y a une licence qui ne permet pas nécessairement de le repartager. Ça, on va regarder. Les licences, justement, je disais les erreurs de licence, je vois beaucoup des fois des gens qui oublient qu'il faut changer la licence. Donc, on est avec le CC0. La plupart du temps, quand je demande est-ce que vous voulez vraiment CC0, donc le domaine public, c'est une erreur. S'il y a des recherches avec les premiers peuples, ça c'est une question que je vais te poser systématiquement si jamais on voit ça. Des renseignements sensibles. Des fois, en fait, nous, on oblige d'avoir le formulaire de consentement maintenant. Donc, si jamais vous avez des partenaires, vous avez eu des participants, participantes, on va vouloir voir le formulaire de consentement, être sûr qu'ils ont accepté. Et la deuxième chose qu'on va vérifier, c'est la réidentification. Donc, même s'il n'y a pas le nom de la personne, si j'ai son âge, son sexe, son milieu de travail et toutes sortes d'autres informations, je vais quand même pouvoir reconnaître la personne. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va vérifier. Et si jamais il y a des risques de réidentification, surtout dans le contexte où est-ce qu'on a l'IA qui augmente de plus en plus, on va bloquer le dépôt. S'il y a des liens avec des compagnies, aussi, on va vérifier, s'assurer que tout est correct avec les ententes. Et la documentation des données. Ça, c'est pas quelque chose de bloquant, mais si jamais on a un dépôt, encore là, un peu tout croche, pas documenté, qu'on n'a aucune idée de quoi il s'agit, on va le mentionner, mais si jamais la personne dit, ah ben non, moi je le laisse comme ça, on va quand même le diffuser comme ça. Est-ce que dans 10 ans, on va pas revenir sur la question, se dire, est-ce qu'on veut vraiment garder des données tout croche qu'on comprend pas? Ça se peut. Mais pour l'instant, ça n'empêche pas la diffusion. Puis oui, je sais que c'est contradictoire avec ce que j'ai dit sur les DOI, mais on parle de quand même dans plusieurs années. Les risques de double usage, ça, c'est quelque chose qui est très dur de notre côté à détecter, mais si jamais on a des questionnements là-dessus, c'est sûr qu'on va poser la question, mais ça peut être pas mal de choses, le double usage, donc on l'a dans nos choses à vérifier, mais on n'est pas très bien placé pour les détecter. Ce qui fait le tour de ma section. Je vais cesser le partage. Je pense que je te laisse la parole, Emmanuel. Merci, Émilie. Donc, je vais partager mon écran à mon tour. Parfait. Donc, ça fonctionne bien? Excellent. Donc, tout le monde m'entend également. Donc, tout d'abord, merci beaucoup à Émilie qui m'a invité là, à venir discuter avec elle là, des banques de données constituées de renseignements personnels afin d'essayer de un peu démêler la différence entre une banque et un dépôt, qui, je vous confirme, n'est pas toujours très évident. Et tout d'abord, avant de commencer ma présentation, je tiens à me souligner que la majorité des informations qui se retrouvent dans ma présentation sont tirées de 3 documents, dont un qui est les directives de l'Université Laval par rapport à la gestion des données de recherche et
du matériel biologique, donc les cadres de gestion. On a également un document là, qui est en lien avec le guide d'élaboration des cadres de gestion qui contiennent des renseignements personnels et du matériel biologique, toujours du ministère de la Santé et des Services sociaux. Et finalement, les renseignements qui proviennent de l'énoncé de politique des 3 conseils, la version 2022. Puis je vais vous expliquer pourquoi je spécifie la version 2022 un peu plus tard. Donc, bien entendu, si on y va d'un côté vraiment plus Université Laval, la définition que le vice-rectorat de la recherche à la création, à la recherche, à la création et à l'innovation de l'Université Laval définit une banque de données comme une banque où il y a eu collecte, conservation, distribution de données qui servira à plusieurs recherches dans une perspective de pérennité. De plus, une banque de données doit être encadrée par un cadre de gestion. Le cadre de gestion, finalement, est une référence qui va assurer la bonne gouvernance de la banque de données. Ici, j'attire votre attention vraiment sur qui servira à plusieurs recherches, qui est l'objectif de la conservation des renseignements personnels des données de la recherche. Jusqu'en 2022, comparativement là, aux documents là, donc, que je réfère du M3S ou de l'Université Laval, jusqu'en 2022, l'énoncé de politique 3 conseils n'était pas très précis concernant la gestion ou la création d'une banque de données. Elle abordait beaucoup la question des biobanques, mais pas principalement ou spécifiquement, je dirais, des banques de données de la recherche. Depuis 2022, c'est une notion qui a été introduite, mais pour ajouter une couche de confusion supplémentaire, le thème qu'utilise l'énoncé de politique des 3 conseils, et je le mentionne, c'est dépôt de données de recherche. Par contre, quand on regarde les définitions, puis ce qui entoure cette notion-là, on rejoint la banque de données de recherche. Donc, je le mentionne parce que si vous êtes curieux, que vous allez voir au niveau de l'énoncé de politique des 3 conseils, vous ne trouverez pas banque de données de recherche, mais dépôt de données de recherche. Et l'énoncé politique des 3 conseils, sans vouloir faire des différences avec un dépôt public, un dépôt accès libre, un dépôt partagé. Donc, mais ça entraîne une certaine confusion. Cela étant dit, pour le reste de la présentation, je vais vraiment parler de banque de données de recherche et, comme vous pouvez le constater par la définition que l'énoncé de politique des 3 conseils, donc la version 2022 donne, il s'agit encore d'une collection organisée de données de recherche consultables stockées pour une ou des recherches et dont l'objectif est pour une utilisation ultérieure pour des projets de recherche futurs non déterminés. Donc, quand on regarde les définitions, soit données par l'Université Laval, qui s'inspire beaucoup du guide d'élaboration du M3S ou de l'énoncé de politique des 3 conseils, on fait 2 constats. La première, c'est que une banque de données, l'objectif, c'est la conservation des données de recherche à des fins des données de recherche en vue d'une utilisation ultérieure de données dans le cadre de projets de recherche, et aussi qu'il doit y avoir un cadre de gouvernance qui encadre cette banque de données. Donc, c'est vraiment là, les 2 caractéristiques qui sont propres à la banque de données. Quand est-ce qu'une banque de données s'avère requise? Donc, à l'Université Laval, lorsqu'une chercheuse ou un chercheur souhaite pouvoir conserver des renseignements personnels qui ont été recueillis dans le cadre d'un projet de recherche spécifique ou précis, et donc les données qui en découlent, et qu'il souhaite vraiment les conserver à des fins d'utilisation ultérieures pour pouvoir faire d'autres projets de recherche. Donc, c'est vraiment lorsqu'un chercheur souhaite conserver des renseignements personnels que la création d'une banque de données s'avère requise. Et l'avantage que ça peut avoir d'avoir une banque de données de recherche constituée de renseignements personnels, c'est que le chercheur pourra, toujours, bien entendu, selon les limites du consentement donné par les participants, pouvoir réutiliser ces données-là dans le cadre de projets futurs sans devoir retourner vers les participants pour obtenir leur consentement. Et on peut aussi prévoir, le cadre de gestion peut prévoir un partage avec d'autres chercheurs, d'autres équipes de recherche, soit à l'intérieur de l'université même ou à l'extérieur. Mais ça demeure que la finalité, l'objectif, c'est vraiment l'utilisation ultérieure à des fins de recherche pour des projets de recherche qui ne sont pas encore déterminés. Donc, ce qui nous en vient à nous poser la question, qu'est-ce qu'un renseignement personnel? Un renseignement personnel, selon les outils de politique des 3 conseils, est un renseignement qui, seul ou en combinaison avec d'autres renseignements accessibles, risque vraisemblablement de permettre l'identification de la personne qui les a fournis. Donc, lorsqu'on regarde l'énoncé de politique des 3 conseils, pour un renseignement identificatoire, un renseignement identificatoire ou un renseignement personnel sont 2 termes qui sont interchangeables. Donc, c'est vraiment tout ce qui pourrait permettre d'identifier un participant.
quelques exemples ici qui sont tirés donc de la directive de l'Université Laval ainsi que du guide du M3S. C'est d'exemples de renseignements personnels qu'un chercheur pourrait recueillir dans le cadre d'un projet précis, mais qu'il pourrait souhaiter conserver pour les utiliser à d'autres fins, dans d'autres cadres de d'autres projets de recherche. On a les données relatives aux profils biologiques, psychologiques, c'est tous des exemples. Il y en a d'autres qu'on pourrait ajouter. Des réponses d'un participant à un sondage, des questionnaires, une entrevue, les verbatims, les enregistrements audio, vidéo, les photographies ou tout ce qui est du matériel que le participant aura remis au chercheur, qui pourrait être un journal de bord, des récits de vie, des dossiers scolaires. Donc, tous des renseignements qui pourraient permettre, comme je le mentionnais, seul ou en combinaison avec d'autres, donc dans le contexte de la recherche, permettre éventuellement la réidentification d'un participant. La gestion de la banque de données constitue une partie de renseignement personnel dans le cadre d'un projet de recherche à l'Université Laval. Donc, d'un point de vue administratif, l'Université Laval considère que toute banque de données constituée, donc de renseignements personnels recueillis dans le cadre d'un projet de recherche, constitue une ressource institutionnelle dont le professeur ou la professeure qui l'a constituée est responsable. C'est une parenthèse, mais je ne crois pas que c'était vraiment nécessaire. C'est une parenthèse, mais bien entendu, la responsabilité demeure toujours à un professeur ou un professeur. Un étudiant ne peut pas être responsable ou constituer une banque. Donc, par contre, un étudiant qui collecterait des renseignements personnels dans le cadre de son projet pourrait tout de même les déposer dans la banque de données d'un professeur si le consentement est là. Donc, c'est possible, mais l'étudiant ne peut pas lui être responsable ou constituer une banque. C'est un détail. D'un point de vue de l'éthique de la recherche, un cadre de gestion doit faire l'objet d'une approbation éthique et d'un suivi continu par un comité d'éthique. Et il est primordial d'obtenir un consentement de manière libre et éclairée du participant à ce que ses renseignements personnels soient versés dans la banque de données. Donc, toujours à des fins d'une utilisation ultérieure de données de recherche. Le contenu d'un cadre de gestion, je n'ai pas l'intention de les énumérer l'ensemble. C'est des informations qu'on retrouve d'ailleurs qui sont tirées des directives de l'Université Laval ainsi que du guide d'élaboration du M3S. L'énoncé politique des trois conseils a également mis certaines informations relatives à ce qui devrait être inclus dans un cadre de gestion dans sa nouvelle version en 2022. Donc, c'est tous les renseignements qu'on s'attend à avoir qui vont permettre la bonne gestion, la bonne gouvernance finalement d'une banque de données. Ce qui nous amène aussi à parler donc du consentement à la banque. Comme je vous mentionnais, c'est nécessaire pour pouvoir verser les données, les renseignements personnels d'une personne dans une banque. Non seulement la notion de dépôt de recherche, donc banque de recherche a été introduite dans la version 2022 de l'énoncé de politique 33 conseils, mais également la notion du consentement élargi au stockage de données et à la conservation du matériel biologique pour des fins de recherche non déterminées. Donc, une des choses que stipule donc cette nouvelle section, parce que c'est une nouvelle section qui a été ajoutée à l'énoncé de politique des trois conseils, c'est que le participant doit avoir la possibilité de consentir de façon distincte à la participation au projet pour lequel il est sollicité et également à la conservation de ses renseignements personnels dans une banque de données. Donc, ce qui, en d'autres mots, vous mentionnez qu'un chercheur, ce qui, en d'autres termes, signifie qu'un participant pourrait accepter de participer à un projet de recherche. Par contre, il est libre d'accepter ou non de participer à la banque, c'est-à-dire de consentir à ce que ses renseignements personnels soient conservés dans la banque du chercheur. On s'attend à avoir deux consentements distincts. Selon le format peut être soit dans le même formulaire de consentement, mais deux sections distinctes ou deux formulaires complètement différents pour les deux objectifs. Également, l'une des notions qui a été introduite par rapport au consentement élargi, c'est tous les éléments qui devraient être fournis aux participants en lien avec la banque. Donc, tout ce qui est la gouvernance, le cadre de gestion. Donc, encore une fois, je n'ai pas l'intention de tous les énumérer. Par contre, c'est des pistes très intéressantes pour un chercheur qui souhaite créer une banque. Donc, c'est de s'assurer que les éléments, s'ils sont applicables, doivent se retrouver dans le formulaire de consentement. Et ça permet aussi des pistes pour le comité d'éthique lorsqu'il évalue les projets, si applicable, devrait se retrouver ou non. Donc, on a ici plusieurs informations qui devraient être fournies aux participants en lien avec l'article 3.13, donc le politique de trois conseils concernant le consentement élargi. Donc, encore ici, nous avions des éléments qui doivent être inclus dans le formulaire de consentement. Enfin,
En ce qui concerne la réutilisation des données à des fins de recherche, donc on se rappelle, là, une banque de données, c'est vraiment constitué à des fins, en vue d'une utilisation ultérieure, à des fins de recherche, des renseignements personnels. L'utilisation secondaire de renseignements personnels, donc ce qu'il est question ici, nécessite une approbation éthique. Donc, un chercheur qui souhaite réutiliser les renseignements personnels qui ont été déposés dans sa banque doit obtenir une approbation pour ses futurs projets. La même chose que s'il partage donc à d'autres chercheurs, les autres chercheurs, mais également le chercheur qui les a collectés à la base doit obtenir une approbation. Donc, c'est une approbation pour une utilisation secondaire de renseignements personnels qui est prévu à l'énoncé politique de ton conseil depuis plusieurs versions maintenant. Donc, ça fait le tour pour la réutilisation des données à des fins de recherche dans le cadre d'une banque de données. Et voilà, ça fait le tour pour ma présentation. Y a-t-il des questions?